Bonsoir à tous et bienvenue pour le nouveau webinaire présenté donc par le laboratoire de vitamine Fit4Me. Ce soir, on a le plaisir de se retrouver pour cette fois-ci évoquer ensemble les éventuelles reprises de poids après une chirurgie bariatrique et ou les personnes qui ont vécu 2 opérations dans leur vie. Donc ce soir, on va évoquer ensemble ce sujet-là. J'ai le plaisir d'être accompagnée donc de Anne-Gaëlle Courouble. Bonsoir Anne-Gaëlle. Bonsoir Madonie. Vous êtes donc psychologue clinicienne spécialisée en troubles du comportement alimentaire et vous êtes la fondatrice de Bariateam. Et j'ai aussi donc le plaisir d'être accompagnée par vous, Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir, on s'est rencontrés donc juste pour recontextualiser tout ça. On a fait passer un appel à témoins sur nos réseaux sociaux et donc vous vous êtes porté volontaire, on est rentré en contact et c'est vrai que toute votre histoire m'a beaucoup touchée et j'avais vraiment envie de la faire partager parce que je pense que ça peut être un exemple pour beaucoup de patients. Donc je vais revenir un petit peu plus en profondeur sur votre présentation, Anne-Gaëlle. Donc en fait, oui, je disais que vous étiez la fondatrice de Bariateam. Bariateam, c'est une société qui propose un accompagnement psychologique en distanciel. En fait, vous travaillez que de manière digitale. Nous, chez Fit4Me, on aime beaucoup Bariateam parce que en fait, il y a à la fois l'association de travail spécialisé, enfin de psychologues spécialisés en comportement alimentaire. Donc, vous êtes 2, vous-même et une autre personne qui s'appelle Chloé. Donc, il y a cet apport professionnel et il y a aussi l'apport de toute votre communauté et aussi par Agathe, donc, qui fait partie de la communauté Bariateam, qui sont en fait des patients qui ont vécu l'opération. Chez Bariateam, vous avez des valeurs qu'on a en commun, donc qui sont vraiment d'entretenir la motivation au long terme, d'apaiser la relation à la nourriture et d'apaiser la relation au corps. Donc c'est pour ça que vraiment, chez Fit4Me, c'est des collaborations pour nous qui sont importantes parce que c'est vrai que quand on est patient, il est difficile de trouver un interlocuteur en psychologie qui soit vraiment sensibilisé à cette matière-là. Parce que tout le monde ne l'est pas et d'avoir une oreille qui soit vraiment attentive et qui comprenne ce que l'on ressent, c'est extrêmement important. Et donc, nous, c'est vrai qu'on est vraiment content de vous avoir ce soir, Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ma présentation ? Nous, on est ravis d'être là, en tout cas. Hein. Merci de nous donner cet espace de parole. Effectivement, hein, la partie psychologique, elle est souvent très sous-estimée et pourtant, elle est essentielle parce qu'en fait, on va avoir une approche globale de l'obésité et du coup, on va aider le patient on va l'accompagner tout au long de la transformation. Puis je pense que le témoignage de Nathalie va bien illustrer tout ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, écoutez, je vous propose de rentrer directement dans le cœur du sujet. Alors, déjà, pour commencer un petit peu quelques chiffres pour savoir de quoi on parle précisément. Alors, je vous avoue que donc moi j'ai fait mes recherches, des recherches donc approfondies, mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver des sources fiables pour parler en termes de chiffres, de reprise de poids après de telle opération. On se rend compte qu'on est vite confronté un peu à un tabou, mine de rien, dans la profession. J'ai vu des études pour lesquelles il parlait de reprise de poids à partir de 5% de poids repris. Je trouve ça quand même un petit peu sévère pour vraiment travailler dans ce milieu-là. On parle aussi de 10%. Là, pour le coup, je me reconnais beaucoup plus. Voilà, on parle de reprise de poids à partir de 10%. Ça concerne un tiers des patients opérés quand même. Donc, c'est quand même à peu près un tiers. Donc, c'est quand même quelque chose qui existe et qui est non négligeable. D'où l'envie et l'idée d'en parler ce soir. Souvent, moi, les dates que j'ai vues, c'est 2-3 ans après l'opération. Voilà, cette reprise de poids souvent intervient dans cette période-là. Et vraiment, ça permet de se mettre face au fait que, effectivement, le fait d'avoir eu une opération de chirurgie bariatrique ne va pas garantir la perte de poids sur le long terme, en fait.
Ben justement, vous, Nathalie, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quel a été votre parcours, donc, et notamment qu'est-ce qui a motivé donc votre opération, parce que pardon, il n'y en a pas eu de deuxième d'ailleurs, votre opération qui a eu lieu en novembre de 2007. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à être opéré? Alors, ben, moi, je ne faisais que grossir, en fait. Et j'en voyais plus la fin. J'ai atteint le poids de 150 kilos le jour de la rentrée en clinique. Et j'ai eu un parcours d'1 an pour faire l'opération. Et c'est le chirurgien qui a choisi le bypass en oméga. Moi, j'y suis allée, la première consultation. Je ne connaissais que l'anogastrique et j'en voulais pas à la base. D'avoir un truc étranger en moi, je ne me voyais pas avec ça. Et donc, il a choisi le bypass en oméga, c'était sa technique à lui. Et donc, j'ai perdu 70 kilos et en 1 an. Et je vous interromps par rapport à la première opération. Vous me disiez qu'en fait, c'était notamment, vous avez eu une grippe très importante qui a provoqué aussi une infection pulmonaire. Et pour vous, c'est ça qui vraiment vous a mis face au fait, en fait, d'avoir envie de... Oui, j'avais 28 ans. Et c'est pas que le poids en lui-même, c'est toute... ces comorbidités, puis c'est les conséquences d'une forte obésité dont j'avais pas conscience, et c'est lors de cette forte grippe et de l'infection pulmonaire que j'ai faite ensuite que j'ai compris que c'était à cause de ça, à cause de mon obésité. Donc il fallait vraiment faire quelque chose, quoi. Plus une hypertension qui commençait à se mettre en place. Et 28 ans, c'est quand même jeune. Donc, voilà, c'est vraiment là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je ne pouvais pas rester comme ça, ou alors j'allais mourir jeune, quoi. L'opération s'est bien passée, hein, c'est ce que vous m'aviez dit. Vous avez eu des douleurs très importantes au lendemain de l'opération, mais en termes de complications de l'opération, finalement, vous êtes passé au travers, quoi, de oui, tout. Oui, j'ai tout là-dessus, tout s'est bien passé. J'ai perdu du poids très vite et très rapidement. Et bon, c'est fatigant pour le corps, hein, quand même. Et non, là, ça a été très bien. Et puis après, je suis... donc ça, c'était toute l'année 2008. Et je suis tombée enceinte après, en septembre 2009. La grossesse, j'étais très suivie, mais ça s'est bien passé. Et j'ai accouché en mai 2010. Et la seule chose qui s'est passée par rapport au bypass, c'est que j'ai dû être... ils ont dû me passer une poche de fer. Voilà, j'étais très fortement anémiée. Mais j'ai commencé en fait à reprendre du poids, mais alors pas dans les 2 ans, mais à partir de 2012-2013 à cause du travail. Le stress, beaucoup de stress. Suite à une séparation, une relation toxique, tout ça. Et l'arrêt surtout, comme j'ai changé de région, du suivi. Voilà, c'est ça, vous avez changé de région et perdu parce que vous m'expliquez en fait que de 2007, date de l'opération, jusqu'à 2012, date de votre déménagement, le suivi se faisait super bien, quoi. Oui. J'étais suivie, j'hésitais pas à voir la psychologue, tout ça. Et quand j'ai déménagé, en fait, je me suis laissée prendre par un peu le tourbillon de l'inscription, de l'école, toute la vie quotidienne qui change, et plus faire attention à moi et de passer en second et pas reprendre un suivi dès que je suis arrivée dans la région de chercher quelqu'un. Donc je suis restée comme ça jusqu'en 2015. Non seulement j'ai commencé à reprendre du poids, mais en plus le suivi n'étant pas fait, j'ai refait une anémie forte. Et c'est en urgence que j'ai retrouvé
un médecin, mais pareil, le suivi, je le faisais pas non plus bien comme il faut. Voilà, c'était pas un suivi régulier, assez régulier pour ça. Jusqu'en début 2020, où j'ai fait j'ai décidé de me reprendre en main, mais pas correctement. J'ai fait un malaise, une crise de spasmophilie très forte. Je vous propose juste de faire une pause dans votre parcours, parce que on a déjà, vous avez évoqué énormément de choses, et j'aimerais qu'on fasse un peu des focus dessus, parce que bien sûr, qu'on rate à côté qu'on passe à côté de certaines choses. Notamment tout simplement par rapport aux reprises aux raisons de la reprise de poids. Là, vous avez dit énormément de choses très intéressantes. C'est vrai que nous, à la préparation du webinaire avec Anne-Gaëlle, on s'est interrogé. On a essayé un petit peu, on va dire, de catégoriser ces raisons-là. Très rapidement, on ne va pas s'attarder là-dessus, parce que ce n'est pas les raisons les plus intéressantes, en tout cas l'objet du webinaire de ce soir. Mais en termes de reprise de poids, parfois les reprises de poids peuvent être dues à des raisons qu'on peut qualifier de mécaniques, c'est-à-dire que suite à une reprise d'alimentation qui n'est pas forcément adaptée, il y a une nouvelle dilatation de l'estomac qui se remet en place. Il y a aussi le fait, par exemple, que pour les personnes slivées, le fait d'avoir resséqué enlevé une partie de l'estomac, l'hormone, la gréline, donc qui est l'hormone de la sensation de faim, n'est plus synthétisée par l'organisme, et au bout de quelques temps, cette hormone-là est à nouveau, synthétisée, et en fait il y a beaucoup de patients qui ne sont pas sensibilisés à ça, et du coup là, comme la sensation de faim revient, et c'est ça qui aussi peut créer provoquer une reprise de poids. Il y a aussi la confusion entre envie de sucre ou d'aliments gras, alors qu'en fait la base du problème c'est la fatigue, parce que c'est les mêmes symptômes, en tout cas, on a envie des mêmes choses, et le fait aussi d'avoir un organisme qui a été quelque part un peu blessé par d'éventuels régimes à répétition, et qui fait que du coup, si on remange un tout petit peu, si on fait un tout petit écart, il y a un rebond de poids qui intervient tout de suite. Mais on peut aussi parler de d'autres. Vous, tout ça n'a pas du tout été votre cas. Vous, il y a d'autres choses qui se sont passées, notamment peut-être une rencontre, des déménagements. Vous, Anne-Gaëlle, dans votre exercice professionnel, c'est des choses que vous avez souvent? Ah oui, complètement. Quand on parle des 30% d'échecs, effectivement, c'est vraiment pas anodin, et effectivement, on croise beaucoup de gens qui ont repris du poids, j'ai envie de dire malheureusement. Et c'est vrai que dans la préparation des personnes que j'accompagne, je suis très, très, très soucieuse de leur faire prendre conscience de ce danger-là, de ce risque-là, et vraiment de ne pas croire que la chirurgie est une baguette magique, et qu'une fois qu'on a perdu du poids, ça y est, c'est fini. Juste avant, c'était marqué, ce que nous disent souvent les patients, c'est qu'une fois que le poids est perdu, c'est là que le vrai combat commence. C'est souvent le cas, et on nous le dit souvent. Dans la cause de dilatation de l'estomac, par exemple, il y a le fait qu'on ait repris les boissons gazeuses. Je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui a rencontré l'amour après avoir transformé son corps, et du coup, plus d'apéritifs, plus de restaurants. Au départ, elle commençait à reboire du coca, vous savez, en touillant, et donc en touillant les bulles. Et puis petit à petit, on touille de moins en moins parce qu'on aime bien les bulles, et puis au final, on n'enlève plus du tout les bulles, et c'est comme ça que 2 ans, 3 ans après la sleeve ou le bypass, finalement l'estomac s'est redilaté. Donc, alors là, dans cette slide-là, on parle vraiment des raisons psychologiques. Donc là, on va dans quelque chose d'un peu plus profond. Par exemple, beaucoup de personnes, dans les personnes qui reprennent, ont un déplacement d'addiction. Donc, c'est-à-dire que là où la nourriture avait une fonction de réconfort, de rétablir un équilibre émotionnel, eh bien, on va le trouver peut-être dans le sport, dans le jeu, dans les achats compulsifs, dans le travail. Mais ça peut aussi passer du coca au sucre, ça peut passer et en fait, une sleeve ou un bypass, ça empêche de manger en grande quantité, mais ça n'empêche pas de manger souvent.
Donc finalement, ces addictions, elles peuvent revenir et voilà, elles peuvent revenir sous une autre forme, mais le terrain addictif va rester. On peut avoir un trouble alimentaire qui n'est pas traité. Beaucoup de gens qui s'engagent dans la démarche de chirurgie sont très pressés. Quand on leur dit il y a 6 mois minimum d'engagement, d'investissement, de changement, ils se disent que c'est le bout du monde. Et pourtant, quelqu'un qui a une vraie addiction alimentaire, par exemple, eh bien, ça peut prendre du temps à être traité. Et certaines personnes ont tendance à minimiser, à cacher. Et finalement, ça les rattrape 2 ans, 3 ans plus tard, une fois que la sleeve et le bypass ne font plus d'effet. Après, il y a la modification dans le mode de vie. Nathalie, vous avez déménagé, voilà. Tous les repères que vous aviez, ils ont été remis à zéro. Vous avez changé de région. Il aurait fallu retrouver un psy, retrouver une diète, des gens qui connaissent la chirurgie. Ça prend du temps pour tomber sur les bonnes personnes. Voilà, c'est l'avantage de Bariatine maintenant, c'est que nous, on accompagne les gens partout où ils sont. Et donc, quand les gens déménagent, moi j'ai des gens qui déménagent même à l'étranger, on continue à les suivre. On a juste à gérer la problématique du décalage horaire, donc c'est rien du tout. Et du coup, c'est vrai que dans les modifications de mode de vie, je vous donnais l'exemple de Valérie qui, elle, a trouvé l'amour. Il suffit, par exemple, de changer de poste et d'avoir un emploi plus stressant. Ça peut refaire manger. Moi, j'ai eu la situation comme ça. Et puis, des choses un peu plus graves, j'ai envie de dire, des chocs émotionnels, des décès, des séparations. Et puis, on peut avoir une perte progressive de motivation, c'est-à-dire qu'on en a marre, tout simplement. On en a marre d'être à l'apéritif et d'être choisir entre l'apéritif et le repas ensuite, d'être choisir des bulles ou pas des bulles. 5 ans, 7 ans, 10 ans, on en a marre en fait aussi. Et du coup, ça peut être un peu plus compliqué et ça peut amener à reprendre du poids. Et oui. Ouais. Ce qui peut aussi faire reprendre du poids et que moi, je constate très fréquemment dans les personnes qui me contactent après la chirurgie, donc des gens que je n'ai pas préparés mais qui ont repris du poids et qui me contactent une fois que malheureusement, il y a une reprise de poids, c'est que souvent, il y a eu une mauvaise ou un manque de préparation. Parfois, il m'arrive d'être contactée par des gens qui sont préparés en 15 jours à Paris. C'est-à-dire que quand ils sont dans une région, on leur dit, écoutez, voilà, il y a 6 mois de préparation. Et ils sont très pressés. Et puis, ils trouvent un chirurgien qui va les opérer en 15 jours de préparation. Malheureusement, ça répond à une demande, il faut être clair. La personne est très pressée et vient voir ce chirurgien pour ça. Heureusement, c'est de plus en plus contrôlé par la haute autorité de santé parce que c'est quand même en dehors des clous. Mais on voit bien qu'il y a des personnes qui sont très peu préparées, très peu averties. En anglais, on dirait aware. Et donc, elles voient la chirurgie comme la quête du Graal, mais ne se rendent absolument pas compte de ce qu'elles vont vivre après. Et du coup, après la chirurgie, Nathalie, vous l'avez peut-être vécu, il y a cette phase de lune de miel. Quand on perd du poids, tout va très bien dans le meilleur des mondes. On a l'impression qu'on reprend le contrôle. On a l'impression que ça y est, on est arrivé, ça y est, toutes les... Vous voyez tous les posts avant-après qu'on peut voir sur Facebook. Si vous regardez vraiment, les gens, ils sont à 1 an et demi de la chirurgie. Tout à fait. Ils ne sont pas à 3 ans ou 5 ans de la chirurgie. Ceux-là, vous ne les voyez plus dans les groupes Facebook. J'en ai cherché, j'en trouve pas. Alors moi, j'en ai. Dans ma communauté, j'en ai plein qui sont là et qui témoignent et qui sont toujours là parce qu'ils ont compris que le suivi était vraiment indispensable. Ouais. Et du coup, après cette phase de lune de miel, il y a un retour sur Terre qui est compliqué. Au bout de 2 ans, 3 ans, le vrai virage, il est là. Il est là. Il y a cet effet de maigrir sans effort. La chirurgie, ça donne un leurre, en fait, à un moment donné. Et si on n'est pas vraiment averti de comment ça va se passer, on risque de ne pas mettre en place en amont tout ce qu'on doit mettre en place, parce que de toute façon, la chirurgie, ça va fonctionner. Et quand arrivent les paliers, quand arrive la perte de motivation, eh bien là, il peut y avoir un vrai lâcher-prise
parce que les habitudes ne sont pas ancrées dans le quotidien. Et du coup, ça amène à la reprise de poids. Et quand je vous dis reprise de poids, Madoni, tout à l'heure, vous parliez on considère la reprise de poids, en fait, on considère que c'est un échec au-delà de 10% de reprise de poids, du poids perdu. Donc, quelqu'un qui a perdu 30 kilos, au-delà de 3 kilos, on commence à s'inquiéter. Mais il faut vraiment avoir conscience qu'il n'est pas rare de reprendre plus que le poids perdu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui perdent 50 kilos et qui en reprennent 70. Et ça, c'était... Et vous, justement, Nathalie, lors de dans la préparation que vous avez vécue, est-ce que c'est quelque chose que vous saviez possible, qu'il y ait des individus qui aient eu l'opération, qui aient repris et vous, quand ça vous est arrivé, est-ce que vous avez senti la reprise se faire ou est-ce que vous vous en êtes rendu compte au bout d'un moment? Non, alors moi, le docteur qui m'a opéré m'en a parlé lors de réunions qui étaient obligatoires à suivre et tout ça. Mais en fait, je pense que même s'il a donné des exemples et tout, on se voile un peu la face et on se dit non, ça n'arrivera pas, moi je vais tenir et tout. Enfin, on est trop proche de l'opération en fait. Et moi, quand j'ai commencé à reprendre du poids, j'ai pas de balance, tout ça. C'est mes vêtements qui me le disent, quand je prends, quand je perds. Mais là, j'en ai pris vraiment beaucoup. C'est-à-dire que j'avais pris, j'estime, à 25 kilos la reprise, sur 70 de perdu. Alors, oui, c'est beaucoup, mais par rapport à ce que j'ai perdu, c'est pas beaucoup. Mais voilà, je me sentais pas bien parce que notre corps, il est quand même affaibli par une lourde opération qui, même si elle a 10 ans, elle est toujours là. Et je me suis dit, il faut que je me reprenne en main. Mais pareil, là où je suis, j'ai beau être suivie, j'ai pas de diététicien spécialisé, j'ai pas de psychologue spécialisé, j'ai pas tout ça. Beaucoup me demandent ce que c'est mon opération et je suis obligée de l'expliquer, donc c'est assez compliqué. Ça c'est typique. Et oui, non, c'est... Et en fait, moi, quand j'ai pris conscience de ça, 2 mois après, il y avait le confinement. Donc le confinement le premier confinement avec tout le stress de ne pas pouvoir voir des médecins, de ne pas pouvoir consulter, de comment on fait pour voir, comme c'était la mise en place de tout ce qui était téléconsultation et tout ça. En fait, je me suis mise sur mon ordinateur et j'ai cherché des publications. D'autant plus pour expliquer le contexte qu'en fait vous étiez vraiment dans une période, arrêtez-moi si je me trompe, mais de stress très important au travail et qui vous a amené à faire, si je me souviens bien, un malaise dans la rue, où vous êtes retrouvé hospitalisé. Enfin, ça a été, il y a eu, vous m'avez parlé, vous étiez à l'hôpital et un peu sous le choc en fait, vous étiez en choc émotionnel à ce moment-là. Le psychiatre qui me suit me parle de choc, de stress post-traumatique. Donc, du coup, on imagine comment vous avez accueilli le confinement à la maison, et voilà, sans alors, soulagée de ne pas travailler, mais en stress intense de ne pas pouvoir voir de professionnels de santé. Voilà, j'étais entre deux, quoi. Et en fait, la seule manière pour moi d'améliorer, entre guillemets, mon état de santé et mon état de stress, c'était de revoir toute mon alimentation. Donc là, je me suis mis vraiment face à moi-même, c'est-à-dire toutes ces années de reprise et tout ça, qu'est-ce que je mange et qu'est-ce qui est mauvais pour moi et qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer sans faire de régime parce que je veux pas. Je voulais vraiment changer pour que ça devienne une habitude.
une nouvelle alimentation. Beaucoup parlent de rééquilibrage alimentaire, mais j'ai l'impression que c'est le nouveau mot pour régime. Donc, complètement. Complètement. Non, moi, c'était passer par l'alimentation pour améliorer mon état de santé. Voilà. Avec la spécificité de l'opération. Donc, c'est compliqué. Ça. Enfin, j'ai lu beaucoup de choses. Voilà. Le confinement m'a permis de m'auto-former à mon alimentation, à moi, qui me convient. Voilà. À écouter, à m'écouter, en fait. À m'écouter. J'ai testé plein de trucs. Les pâtes aux légumes, les pâtes complémentaires. J'ai fait un dumping salé. Ça m'était jamais arrivé. Et parce que en fait, c'était trop salé, ça m'a pas convenu du tout. Et en tâtonnant comme ça m'a permis déjà de prendre conscience que je suis une accro au sucre, mais vraiment. Alors ça, c'est ce point-là qui me paraît très, très intéressant. C'est justement, c'est pendant cette période-là que vous avez mis des choses sur des choses qui existaient depuis toujours, en fait. Oui, ah oui, mais oui, j'ai pris conscience de ce que je mangeais, enfin de mes addictions. Et je me dis, arrivé 12 ans après un bypass, pour en prendre conscience, c'est dommage et quelque part non, parce que c'est jamais trop tard, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans la suite du bypass ou même, comme vous dites, Gaëlle, avant, oui. Oui. Voilà, justement, c'est vrai que dans les clés, parce que pareil, avec Anne-Gaëlle, quand on a préparé ce sujet-là, on s'est interrogé pour essayer, pareil, de faire un petit peu un listing, une carte, on va dire, de ce qui peut aider les patients à se sortir de ce cercle, en fait, tout simplement. Et on a envisagé les choses sous deux formes. Donc déjà, en prévention et ensuite en curatif. Donc vous, en prévention, Anne-Gaëlle, qu'est-ce que vous voyez comme truc qui marche et qui prévient les choses, justement? Oui, alors moi, ça me fait vraiment bondir quand j'entends le témoignage de Nathalie, parce que c'est tellement ça, et je trouve ça tellement dommage, parce qu'on a tellement d'informations, on sait les choses et on peut guider les gens, mais malheureusement, c'est peu connu, c'est peu fait, et je pense qu'il y a beaucoup à faire pour avertir. L'objectif, je pense, c'est d'avoir, quand je parle de préparation avec des bases solides, c'est vraiment de faire comprendre à la personne qu'elle va changer de vie et qu'en fait, sur tous les plans, pas que sur le plan alimentaire, sur tous les plans, il faut revoir l'équilibre. Il faut vraiment avoir une approche globale. Je prends un exemple, l'exemple très classique, une maman qui a des enfants en bas âge, un travail à temps plein, va être certainement confrontée à une fatigue chronique. Et on sait que cette fatigue fait manger. On le sait. Quelqu'un qui ne boit pas suffisamment, qui ne s'hydrate pas suffisamment, va avoir envie de manger. On sait que la soif déclenche des envies de manger. Quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'activité physique va aussi avoir tendance à se tourner davantage vers le gras et le sucré que quelqu'un qui a plutôt une vie active. Il y a tous ces facteurs, en fait, il faut vraiment avoir une approche globale. Et l'objectif, en tout cas pour moi, et c'est comme ça que moi j'ai construit la préparation avec laquelle j'accompagne les gens, c'est de leur faire prendre conscience d'une part et ensuite les aider à changer ce mode de vie avant l'intervention. Pour qu'ensuite, il y ait ce temps de convalescence où on va apprendre à décoder les nouveaux signaux de notre corps. Mais pour ça, il faut d'abord avoir appris à décoder la faim, la satiété. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que là, voilà, il faut avoir appris pour qu'après l'intervention, on sache encore mieux décoder ces signaux, d'autant plus qu'ils sont plutôt masqués par l'intervention. Juste après l'intervention, on n'a plus la sensation de faim, par exemple. Et que ensuite, sur le long terme, on ait ce comportement alimentaire qui soit ancré dans les habitudes. Comme on se brosse les dents, vous voyez, c'est des habitudes en fait. Et on va vraiment, moi je dis toujours, vous voulez maigrir pour changer de vie, eh bien moi je vais vous aider à changer de vie pour maigrir. Oui. En fait.
pour que ça soit maintenu dans le temps définitivement. Et du coup, ça passe par un suivi à vie, hein, la Haute Autorité de Santé le recommande vivement, diététique, psychologique, mais aussi vitaminique, aussi médical, parce qu'il peut y avoir des complications sur le long terme aussi. Hein, il peut y avoir des complications liées aux carences, par exemple, vitaminiques. Voilà, l'activité physique, elle est à maintenir aussi, donc pourquoi pas avoir un coach. Il faut s'entourer des bonnes personnes, ça c'est clair. Trop de personnes sont soumises à l'incompréhension de leurs proches, même si les proches sont bienveillants et ont envie de soutenir. Malheureusement, ils ne savent pas ce que vivent les gens. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai créé la communauté Bariatine, parce que les gens parlent le même langage, vivent les mêmes difficultés. Qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que la famille, au bout d'1 an et demi, une fois que la transformation est faite, la famille, elle pense que ça y est, c'est fini. L'opération, c'est réglé. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et du coup, se crée un décalage, une incompréhension, et la personne se sent seule, en fait, elle ne se sent pas comprise. Parce que ses proches n'ont pas encore compris qu'elle n'est plus au régime, par exemple, et qu'elle peut manger de tout. N'ont pas compris qu'en fait, oui, la question du poids est réglée, mais de nouvelles problématiques arrivent, comme la peau qui pend, par exemple, comme le qui suis-je, est-ce que je me suis vue maigrir? Il y a plein de questions qui se posent, en fait, après la chirurgie. Et ça, la famille, en fait, on a un petit peu marre d'entendre parler de tout ça et a envie de passer à autre chose, sauf que la personne opérée, elle est encore sur le chemin. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, Nathalie. C'est quelque chose que vous avez connu, vous, justement, d'être face à la question du qui suis-je? Ça vous parle? Ne serait-ce que des photos, voilà, photos en famille, je les regarde, puis d'un coup je dis c'est bizarre, je me vois, enfin je suis pas dessus. Et là on me dit mais comment ça, t'es pas dessus? Si, t'es là. Ouais, d'accord, ok. Donc ça c'était au début ça m'a fait tout bizarre. Du mal à se reconnaître. Ouais. Du mal à se voir maigrir. Ouais, ça va trop vite, ça va très vite, très vite. Et il faut, je pense que le cerveau ne suit pas assez vite en fait. C'est ça, c'est la mise à jour du cerveau qui n'est pas forcément immédiate et qui peut mettre 3 ans, 4 ans avant de se remettre. Donc après, on a des outils pour essayer d'activer ça, mais ce n'est pas toujours évident. Et puis, un conseil moi, que je donne vraiment aux personnes que j'accompagne, c'est après la chirurgie, prenez des temps, moi je dis tous les 3 mois. Tous les 3 mois, prenez un temps. Moi, je leur fournis une checklist en fait. Prenez un temps de re-questionner le comportement alimentaire, le mode de vie en général. Je parlais du sommeil, mais vraiment, c'est essentiel dans l'histoire du poids, le sommeil. Les émotions, la gestion des émotions. Est-ce que je suis soumise au stress? C'est une émotion. Est-ce que je suis soumise à un mal-être parce que je suis plus bien dans mon couple ou avec ma mère ou avec mes enfants ou avec mon patron? Professionnellement, où est-ce que j'en suis? Parce que ça, cette question-là, elle se pose inévitablement. Donc, prenez le temps. Moi, je dis vraiment, je fournis cette checklist assez complète. Prenez le temps tous les 3 mois de faire une photographie de où est-ce que vous en êtes, de façon à éviter de reprendre 30% du poids comme Nathalie, avant de prendre conscience, quoi. Là, de se poser, de dire où est-ce que j'en suis, puis tous les 3 mois ou tous les 6 mois, après un espace, mais vraiment de comprendre qu'en fait, c'est à vie et que le risque, il est même 10 ans après, en fait. Ah oui, vrai que je pense que maintenant, il va être tout le temps. Moi, je vois, là, j'ai eu un coup de stress à cause du travail. Et j'ai tendance, pareil, à reprendre du sucré. Et maintenant, je le sais, donc... mais c'est quand même toujours difficile à contrôler, tout de même, quoi. Mais tout ça, en fait, on peut l'apprendre avant même l'intervention ou sinon après l'intervention si on n'a pas été préparé de cette façon. C'est ce qu'on appelle les envies de manger émotionnelles.
C'est un vrai cercle vicieux, mais après, c'est tout un processus sur lequel on peut vraiment travailler. Et au lieu de lutter, hein, on peut voilà, vraiment travailler là-dessus. Il y a vraiment des choses à faire. D'où l'importance d'un suivi psychologique par quelqu'un qui est vraiment spécialisé en alimentation et qui sait ce que c'est qu'une chirurgie bariatrique, parce que c'est des choses, mine de rien, c'est vrai, c'est des formations, et quand on n'a pas le bon interlocuteur, c'est des choses auxquelles on n'a pas accès du coup. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de formation. Hein. Pour les professionnels, il y a très très peu de formation. Il y a de la formation pour les chirurgiens, mais pour les diététiciennes, les médecins généralistes ou les psychologues, il n'y en a pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler avec Chloé, parce que nous, on veut former les professionnels, parce que c'est vraiment désolant de voir que les gens sont accompagnés par des personnes qui n'y connaissent rien. Nous, on va au bloc opératoire. Hein. Moi, je vais au bloc avec des chirurgiens. Je peux vous dire ce que c'est qu'une sleeve, un bypass, un anneau-gastrique, et ça fait 10 ans que j'entends 10 heures par jour les gens me parler de leur sleeve, de leur bypass, de ce qu'ils vivent. Donc, on a un petit peu acquis de l'expérience. Et puis, il y a toute la communauté hein, qui permet aussi de dire « Ah bah oui, ça c'est normal, ça c'est pas normal, là il vaudrait mieux reconsulter tel ou tel praticien. » Voilà, là, un exemple type, là j'ai un patient qui a eu une perte vertigineuse, une perte de poids vertigineuse, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui a eu une fistule, donc qui n'a pas pu s'alimenter, qui a eu une sonde pendant des mois et des mois. Ça a été très, très compliqué et qui était suivi uniquement par son médecin généraliste et moi. Donc, il avait arrêté le suivi diététique parce qu'il ne s'entendait pas avec le nutritionniste en question. Et une des dernières consultations, au mois de décembre, il me dit « mais j'en ai marre parce que ma généraliste, elle m'alarme énormément, elle m'alerte sur ma perte de poids, je perds énormément, elle veut me faire hospitaliser, moi je me sens plutôt pas trop mal physiquement, etc. » Et en fait, je l'ai réorienté vers un nutritionniste spécialisé qui connaît la chirurgie bariatrique, qui pouvait lui faire un vrai bilan nutritionnel et pas uniquement une prise de sang classique. Et il a vu ce nutritionniste qui lui a dit « mais attendez, aujourd'hui, vous êtes à un IMC tout à fait normal. Vous avez un IMC à 20, c'est normal. Oui, c'est une perte vertigineuse, mais vous avez un IMC normal. Et sur le plan nutritionnel, vous n'avez aucune carence. Donc, il n'y a aucun problème pour que vous repreniez le travail. » Donc, ça a redonné du peps à cette personne qui, là, reprend le travail. Et du coup, qui s'inquiétait de par la réaction du médecin généraliste, et là, qui est complètement rassuré par le nutritionniste. D'où l'importance d'avoir un suivi par des gens vraiment spécialisés qui vont savoir ce que c'est qu'une chirurgie bariatrique, quels en sont les risques et comment assurer une vraie veille, hein, une vraie, un vrai suivi spécialisé. Et oui. Oui, sur le curatif, les clés de la réussite, hein, moi, le conseil que je donne déjà, c'est quand quelqu'un s'inquiète, la première chose à voir, c'est consulter l'équipe médicale spécialisée pour éliminer tous les problèmes mécaniques. Moi, quand quelqu'un me dit, là, je suis douloureuse, etc., je lui dis, mais allez voir votre chirurgien. Allez voir votre chirurgien, parce qu'il faut voir s'il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'il se passe quelque chose vraiment au niveau de la sleeve, au niveau du bypass? Parfois oui, parfois non. Hein. Et une fois qu'on a éliminé tous les problèmes mécaniques, là, après, on peut aller plus loin et se poser la question de qu'est-ce qui se passe. Identifier les causes de la reprise de poids, ça me paraît essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Une reprise de poids, moi, je n'ai jamais vu en disant hein, que je ne fais que ça, 11 ans même, je n'ai jamais vu de reprise de poids sans raison. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose à un moment donné. Et parfois, c'est tellement insidieux qu'on ne peut pas mettre le doigt comme ça facilement. Quand c'est une séparation conjugale, quand c'est un deuil, quand c'est un stress au travail, vous n'avez pas besoin de moi pour l'identifier. Mais par contre, quand c'est un mal-être beaucoup plus insidieux, ça peut être, par exemple, la peur que notre conjoint nous quitte. Parce que le conjoint, parfois, n'accepte pas très bien le nouveau corps, a des petites remarques, comme ça. Oui. Hein, ça ne va pas chercher plus loin. C'est pas souvent, c'est pas fréquent. Mais du coup, ça crée une peur intérieure. Et moi, j'ai parfois des patients qui me disent, mais en fait, moi, je préférais mon corps d'avant.
Et donc, on va chercher ça. Et ça peut amener à reprendre. Moi, j'ai vu des gens à l'hôpital qui m'ont dit, j'ai repris tout mon poids parce qu'en fait, je ne me plaisais pas du tout. Ça ne me convenait pas. Mais ça, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas été suffisamment préparé. N'empêche ben voilà, on en est là. On en est là aujourd'hui. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller résoudre le vrai problème. Et le vrai problème, il n'est pas dans je mange mal. Il n'est pas dans manger moins, bouger plus. Le vrai problème, il est bien ailleurs. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Donc, les gens qui n'ont pas été bien préparés, qui ne sont pas allés chercher les vrais problèmes en amont, ils peuvent reprendre. Et c'est ça qu'on va aller chercher en aval, au moment de la reprise de poids. Et vous, justement, Nathalie, quand vous avez, en 2019, vous avez donc repris les choses en main, donc en plus seule, hein, c'est vous, face à votre ordinateur, vous êtes questionné de toutes les manières qu'on peut l'imaginer. Vous avez mis des mots justement sur cette reprise de poids en relisant ce qui s'était passé à l'époque et en relisant toute l'histoire en fait. Ah oui. Bah, cette addiction au sucré parce qu'il vient que le soir pour apaiser mes angoisses. Clairement, quoi. ça me sert de... certains vont boire de l'alcool, moi c'était vraiment des choses très 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 sucrées qu'il ne faut pas remplacer par de l'alcool. Il y en a beaucoup. Voilà, trouver des solutions à ça. Donc en fait, au début, j'ai commencé par, comme c'est beaucoup du chocolat, j'ai commencé à augmenter mon pourcentage de chocolat noir, c'est-à-dire que je suis passée du chocolat qui était très au lait au 85% par palier, ce qui m'a permis en fait maintenant ça me reste un plaisir, mais c'est un petit carré de chocolat, qu'avant c'était la tablette entière. J'en étais là, j'étais revenue en fait à comme avant l'opération, des crises de boulimie sucrée, mais le soir. Parce qu'effectivement, même si on mange en quantité restreinte, moins restreinte qu'après l'opération, rien ne nous empêche de manger toutes les heures, quoi. Donc, c'est ça. Et donc j'ai changé mon petit déjeuner, je l'ai orienté plus pas sur du salé, mais éviter tout ce qui est aliments ultra transformés. Et tout ça a fait que j'ai pu me débarrasser un peu de ce goût sucré, en fait. Maintenant, si je prends quelque chose de trop sucré, ça va m'écœurer tout de suite. Au niveau du palais, j'ai rééduqué mon palais, ça ne me plaît pas. Et rien qu'en faisant ça, et en augmentant ma part de légumes, j'ai réussi à reperdre plus de 20 kilos en un an. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup d'angoisse, de stress que j'ai encore et que je dois encore soigner, mais l'alimentation ne me sert plus de médicaments, en fait. C'est ça. Mais j'ai encore beaucoup de travail. Voilà, en fait, il faut que c'est à vie, que ce suivi va être à vie. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, moi je vous entends parler des angoisses. Il est très clair que de toute façon, une envie de manger émotionnelle, c'est jamais le matin au petit déjeuner. Hein. C'est en général le soir, quand on est dans les craquages, on commence à lutter. Pour certaines personnes, à partir de 14-15 heures. Pour d'autres, c'est à partir de 17-18 heures. D'autres, ça va être 20 heures, 21 heures. Mais c'est jamais le matin, en fait. Parce qu'il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de considération. Mais en fait, le vrai problème, c'est l'angoisse. Et donc, c'est la source de cette angoisse. Et tant qu'on n'a pas résolu cette source de cette angoisse, tant qu'on n'a pas appris à apprivoiser cette angoisse, eh bien, on va être dans la lutte. Et par contre, une fois qu'on aura résolu ça,
il n'y aura plus de lutte en fait. La question ne se posera plus. Le chocolat, il n'y aura plus cette appétence en fait pour le chocolat. Et oui. Et moi, ce que j'aime dans votre témoignage, c'est que voilà, la seconde chance, elle est possible. C'est-à-dire qu'on peut avoir repris 30% de son poids et ensuite le reperdre. Et ça, c'est vraiment le message clé que je voudrais que les personnes entendent ce soir. C'est qu'il faut le plus possible avoir une vraie préparation, encore plus possible avoir un vrai suivi avec des vrais professionnels, des gens qui vont vraiment y connaître quelque chose et qui vont vous aider en profondeur. Mais que si jamais vous n'avez pas ça, eh bien, rien n'est inéluctable et que tout est possible en fait. Et on peut tout à fait réinverser la tendance et on peut tout à fait retrouver son poids d'équilibre et le maintenir définitivement. Et ça, sans trop d'efforts. Bien sûr, il va falloir faire des choix. On va faire des choix. Moi, je parle souvent de choix. Mais une fois qu'ils sont ancrés dans les habitudes, une fois qu'on a changé son mode de vie, c'est notre nouveau mode de vie, en fait. Et du coup, il n'y a pas de naturel et sans frustration. C'est ça, sans frustration. C'est vraiment très important. Moi, c'était essentiel. L'idée, c'est ça, c'est d'adopter en fait un mode de vie qui va vous permettre d'avoir un poids stable. La chirurgie, ça va être l'accélérateur, le booster de perte de poids, mais ce qui va vraiment garantir le maintien, la stabilisation, c'est le mode de vie, en fait. Et c'est régler les vrais problèmes, régler pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Et ça, c'est multifactoriel, chacun a son histoire, et ça veut dire que chacun a son chemin aussi. Moi, je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas de recette. C'est vraiment à chacun, et c'est pour ça que et avoir des professionnels et avoir des patients témoins, un groupe de patients à ses côtés, c'est hyper important parce que comme chacun a son chemin, chacun a ses trucs et astuces, chacun a suivi son parcours et du coup, ça peut inspirer les autres. Ça peut vraiment aider, soutenir et te dire, tiens, lui, voilà comment il fait, je vais essayer. Je vais voir si ça marche pour moi. Comme vous avez fait, Nathalie. Vous avez essayé plein de trucs et vous avez trouvé ce qui vous convenait. Mais il y a des gens à qui ça ne conviendra pas du tout. Tout à fait. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à ce qui fonctionne pour soi, parce que plus ça va être adapté à soi, plus on va le maintenir dans le temps facilement. Ah oui. Et vous, justement, par rapport à ça, Nathalie, comment vous vous sentez face à l'avenir? Est-ce que vous vous sentez sereine ou est-ce que vous avez peur d'une éventuelle reprise de poids ou comment vous voyez les choses? Non, je suis plus apaisée là, sur ça. Je sais que si j'ai des épisodes comme je peux avoir en ce moment, je sais que ça ne va pas être sur la durée. Que je peux les analyser et que je peux y remédier sans problème. Non, ça, là-dessus, ma relation avec la nourriture et tout ça, c'est vraiment bien plus apaisé qu'avant. Il n'y a pas... aucun problème. Là-dessus, non, j'ai pas de souci. Il faut que je fasse pareil avec le sommeil. Ce serait bien. Tout est lié, hein. C'est un gros souci, ça aussi. Tout est lié. Peut-être que la vraie question, c'est les angoisses, en fait. Oui, je pense. Si la réponse n'est plus par la nourriture, ça peut être ensuite par les pensées. Oui. Ah oui. La rumination. Complètement, oui. Ouais. On est dans un transfert. Oui. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir votre témoignage parce que moi, je voudrais vraiment, avec Madoni, c'était ce qu'on voulait, c'était donner un message d'espoir. Parce que ce que je remarque, c'est que les personnes, vous savez pourquoi en fait, les personnes, on ne les voit plus sur Facebook parce qu'en fait, elles ont honte. Il y a une grande honte et une grande culpabilité qui revient avec la reprise de poids.
Et il ne faut pas avoir honte. Les professionnels qui sont vraiment spécialisés savent ô combien c'est un chemin difficile. Donc, il ne faut pas hésiter à refrapper aux portes et à se faire aider par les personnes qui nous conviennent vraiment. Parce que tout est possible, encore une fois, et vraiment, il ne faut pas lâcher l'affaire. Peut-être s'y prendre différemment. Voilà, mais n'empêche que c'est tout à fait possible de reperdre de 25 kilos, même si on les a repris après une sleeve ou un bypass. Oui, oui. Alors, j'ai quelques petites questions dans le chat, enfin des personnes qui m'expliquent un petit peu leur parcours. Je vais vous en lire un et vous allez me dire effectivement si c'est des choses qui vous parlent. J'ai Valérie qui nous dit qu'elle a eu 3 interventions. Elle est passée par toutes les étapes, l'anneau, puis la sleeve, puis le bypass, et rien à faire, le poids remonte, même si je n'ai jamais remonté, même si elle n'est jamais revenue au poids de départ. Et elle me dit que pour elle, son problème, c'est l'addiction au sucre. Donc effectivement, c'est ce que vous disiez, Anne-Gaëlle, c'est-à-dire que tant que le problème de base, déjà parce qu'il a été bien correctement identifié et tant qu'il n'est pas résolu, ce que vous disiez au début de l'intervention, c'est que vous disiez que vous accompagnez et vous aidiez, vous donnez un moyen en fait pour perdre du poids, qui était de guider les personnes dans leur mode de vie en fait. Oui, en fait, le poids, pour moi, c'est ma croyance. Pour moi, le poids, c'est un résultat, c'est une conséquence. Et donc, ça n'est pas le problème, c'est un symptôme, le poids. C'est symptôme de quelque chose d'autre. Mais bon, c'est parce que je suis psychologue et c'est mon expérience qui me fait penser ça, et puis ma formation aussi. Et donc, en fait, tant qu'on n'a pas résolu le vrai problème, oui, il y a un risque de reprendre de poids. Moi, j'ai vu des gens même avoir encore ensuite un duodénum switch, avoir 4 interventions. Aujourd'hui, moi, j'ai une patiente qui n'a plus de vie parce qu'en plus, elle n'a que des complications. Elle a 34 ans, mais en fait, le vrai problème n'est absolument pas résolu. Et c'est ça, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le poids, il n'arrive pas par hasard. Souvent, on me dit, oui, mais moi, c'est génétique, je suis gros parce que ma famille, tout le monde est gros. Mais en fait, le facteur génétique, il est identifié, le gène de l'obésité est identifié, mais il faut bien comprendre qu'il ne s'exprime que s'il y a une surabondance, une suralimentation par rapport aux besoins du corps. Donc, de toute façon, il y a le problème de la suralimentation par rapport aux besoins du corps. Et il faut comprendre ça. Alors, souvent, les gens me disent, oui, mais moi, je ne grignote pas. Et les gens me disent après, je pensais que je ne grignotais pas, je pensais que je mangeais en quantité normale, mais j'ai pris conscience d'eux. Et je pense qu'il y a une vraie partie de travail à faire qui est la prise de conscience de pourquoi on en est arrivé là. Parce qu'une fois qu'on a identifié ça, on a toutes les clés en main. Parce qu'on sait où est le véritable problème. J'ai une patiente qui était convaincue qu'elle avait pris du poids au moment du décès de son père. Et en retraçant l'histoire de son poids, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait pris du poids lorsqu'elle avait connu son mari et qu'en finalement, elle prenait du poids quand elle était dans des émotions très positives. Apéro, sortie, entre amis, etc. Si elle n'avait pas mis le doigt là-dessus, elle aurait eu sa sleeve et elle aurait repris du poids vraisemblablement par la suite parce qu'elle n'avait pas identifié qu'en fait, c'était les moments festifs qui étaient compliqués pour elle, qui lui faisaient prendre du poids, et pas les moments de deuil. Donc, c'est très important, effectivement, d'avoir cette analyse. Elle n'est pas évidente à faire. Et les envies de manger émotionnelles, les envies de sucre, ça se règle. C'est possible. C'est un travail, c'est un vrai travail de longue haleine, mais c'est vraiment possible. Ouais. Ça c'est sûr, vous en êtes le meilleur témoin, Nathalie, et vraiment moi je tiens vraiment à vous remercier très très chaleureusement d'avoir accepté de partager un petit bout de votre vie avec nous ce soir, parce que moi je dois vraiment vous tirer mon chapeau, parce que en plus de ça, et moi votre
votre parcours m'a particulièrement touchée parce que je pense que le confinement pour beaucoup a été dur. On s'est tous pris un mur et je pense que quand on revient en arrière, on se dit oh là là, quelle période horrible. Et au final, vous en avez fait quelque chose de tellement positif et vraiment, moi, pour ça, je suis vraiment admirative de vous et vraiment, j'avais envie que vous partagiez votre parcours et puis la manière d'exprimer, je la trouve vraiment très, très, très belle. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Je pense que d'avoir les témoignages comme ça, c'est vraiment essentiel et de ne pas s'arrêter aux témoignages, des photos au bout d'un an, là, des avant-après, comme ça pullule sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment avoir conscience que la vie est pas, l'après-chirurgie n'est pas un long fleuve tranquille. Regardez Laurent Ornac, il a repris énormément. Regardez les célébrités qui se sont fait opérer, qui se pensaient arriver, qui finalement, malheureusement, ont repris du poids. C'est pas simple. Et le témoignage des autres, des personnes qui sont passées par là, sont beaucoup plus puissants que l'information par une psy ou par une diète ou par un chirurgien. Si moi je dis attention, il y a 30% d'échecs, ça n'a aucun impact. Le fait de voir dans les groupes spécialisés, et moi c'est pour ça que j'ai créé Bariateam, team c'est mot équipe, c'était vraiment, je me suis entourée de patients témoins qui ont été formés pour accompagner. C'est vraiment pour ça, pour que ce message il soit impactant parce qu'il est dit par les personnes qui le vivent. Que moi, j'ai jamais été obèse et j'ai pas été opérée. Même si j'ai une certaine connaissance, expérience, je l'ai jamais vécu. Donc, mes mots n'ont pas le même impact que les mots de Nathalie auprès des personnes qui vont le vivre ou qui s'intéressent et qui se posent la question. Et ça, c'est une vraie force, effectivement, d'avoir ces témoignages. Oui, c'est vrai. Et vraiment, le webinaire de ce soir, moi, j'ai envie qu'il soit vu par toutes les personnes qui, justement, ce que vous disiez, la lune de miel est finie, le quotidien revient, et là, on est face à soi-même et on commence à plus parler de ce qu'on a vécu. Et voilà, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on arrête le suivi et là, tout le processus s'enclenche. Et moi, c'est possible de ressortir la tête de l'eau et vous l'avez fait avec énormément de courage et vous nous partagez votre belle expérience. Donc j'espère que ce sera quelque chose qui va inspirer les personnes qui étaient avec nous ce soir. Le temps est passé, c'est ce qu'on dit, quand on est en bonne compagnie, ça va très très vite. On va devoir s'arrêter là. Merci infiniment à toutes les deux de votre présence, de votre discours. Merci à tous. Et je m'y attendais pas du tout, énormément de questions dans le chat. On n'a pas du tout pu aborder tout ça. Je vais vous répondre, d'accord? Laissez-moi le temps. J'ai toutes vos questions à l'écrit. Je vous oublie pas. Je vais vous répondre. Je vais prendre le temps, c'est normal. Je vous remercie infiniment pour votre participation à tous et mesdames, merci à nouveau. Donc bariateam.com, allez-y tout simplement. et Nathalie, je vous souhaite tout le meilleur à venir et merci. Je suis sûre que tout va aller pour vous. J'en suis ravie et convaincue. On mettra le replay de cette ce webinaire sur la chaîne YouTube de Bariateam. Comme on avait fait d'ailleurs l'année dernière sur les compléments alimentaires. Si jamais les personnes veulent reposer leurs questions aussi, on pourra y répondre aussi, avec la versant diététique et avec le versant psychologique. Donc on pourra aussi répondre s'ils le souhaitent. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire et merci pour l'intérêt que vous nous avez porté ce soir. Merci à vous deux surtout. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.